Merci pour votre invitation. Il me tenait particulièrement à cœur de m'adresser à vous tous aujourd'hui en cette journée nationale des 10, même si mon agenda ne me permet pas d'être présente. Vos journées nationales permettent en effet, année après année, de faire connaître ces troubles du neurodéveloppement, invisibles à première vue, dont l'impact est méconnu et trop souvent ignoré. Il est extrêmement important de sensibiliser à cette question pour que les situations de handicap que vous vivez en tant que personne et en tant que parent soient prises en compte. Bravo à la FF10 et à l'association 10N pour l'organisation de ce temps de sensibilisation, d'échange de pratiques et de mise en perspective de solutions territoriales. Si la loi de 2005 a permis de reconnaître les troubles 10 comme facteurs de situation de handicap, et malgré les progrès réalisés, les parcours des familles demeurent complexes et causent d'usure sociale, familiale et professionnelle. J'en suis parfaitement consciente et c'est ce qui motive le plan de transformation profonde de notre société que je mène au sein du collectif gouvernemental depuis 1 an et demi pour qu'elle devienne pleinement inclusive. Ma détermination est intacte. Mon expérience de maman et des difficultés de parcours est au cœur de mon implication et le restera. Je voulais également saluer l'implication à vos côtés de la FNASEP. Chère Marie-Christine, cher Dominique, pour votre engagement sans faille depuis toujours au service des familles et des parcours des enfants. Je sais que votre territoire, l'Aisne, se caractérise par l'implication très importante des équipes de l'éducation nationale, de la MDPH, et je salue sa directrice, et du département, pour construire pas à pas cette société inclusive que nous visons. Votre ambassadrice, Marie-Christine Filbert, m'en parle depuis des années. Dès que mon agenda le permettra, je m'engage donc à me déplacer dans l'Aisne pour valoriser les initiatives de votre territoire et son esprit de coopération. Je suis particulièrement intéressée, Madame la maire, par le projet de création d'un lieu ressource en coopération avec l'association 10N et l'éducation nationale. Attaché à une école de la ville, cet espace accueillant pour les enfants et propice aux échanges entre leurs parents, les associations, les professionnels est une excellente idée. Vous pouvez compter sur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, et moi-même pour en faciliter la mise en œuvre. Je salue également la volonté exprimée par les professionnels tout au long de cette journée de coordonner leurs pratiques. Ce n'est en effet que comme cela que nous pourrons collectivement simplifier le parcours des personnes en situation de handicap et de leurs familles au service d'une société pleinement inclusive. Dans le cas contraire, le coordonnateur du parcours est un des parents, souvent la maman, qui doit reconfigurer alors sa vie professionnelle bien au-delà du rôle de parent. Avec Claire Compagnon, déléguée interministérielle pour la stratégie autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, qui est intervenue hier lors de votre journée nationale à Paris, nous avons très vite compris que devait émerger une politique publique des troubles du neurodéveloppement. Concernant le repérage et les interventions précoces, les constats sont malheureusement récurrents. Les médecins préfèrent souvent rassurer plutôt que d'entendre les alertes des parents. La recherche d'un diagnostic est coûteuse pour les familles car elle passe par des professionnels et des professions libérales, aujourd'hui non remboursées. L'errance de diagnostic est majeure, avec des délais d'attente dans les centres de référence qui dépassent l'année, voire plus. Or, les recommandations de la Haute Autorité de Santé sont claires. À l'entrée dans le parcours, les médecins doivent être attentifs aux signes d'appel très variés qui peuvent à la fois exprimer ou masquer les troubles des apprentissages. Lenteur, maladresse, sur- ou sous-investissement du langage, opposition, agitation et bien d'autres. La majorité des professions concernées par le parcours de soins sont les mêmes, quel que soit le trouble du neurodéveloppement. Professionnels de la petite enfance, médecins généralistes, pédiatres, orthophonistes, pédopsychiatres, neuropsychologues, psychomotriciens. Parmi les leviers que la Haute Autorité de Santé cite figure la facilitation de l'accès aux professionnels non conventionnés. Acte des psychologues, en particulier ceux réalisant une évolution neuropsychologique, des ergothérapeutes ou des psychomotriciens. C'est exactement l'objectif de la prise en charge d'un forfait précoce, mesure que nous avons prise avec Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, entre le moment du repérage et le moment de l'attribution des droits par les MDPH. À travers cette mesure, je forme le vœu d'accélérer à partir de 2019, le 1er janvier 2019, le parcours diagnostique des enfants et surtout, nous voulons faciliter l'accès aux interventions recommandées en amont du diagnostic. Il n'est pas normal que la plupart des diagnostics 10 interviennent seulement au moment des difficultés en école élémentaire. Le repérage doit intervenir beaucoup plus tôt, en particulier pour la dysphasie et la dyspraxie, mais pas seulement.
Les professions de santé doivent être formées en première intention à tous les troubles du neurodéveloppement. C'est la condition sine qua non à une capacité de repérage et de diagnostic permettant d'éviter les diagnostics erronés et des parcours encore plus chaotiques. Il faut bâtir une politique publique qui ne laisse aucun enfant sur le côté. Nous avons besoin pour cela des professionnels formés et en capacité d'interagir sur les situations complexes de parcours de soins écrits. Nathalie, vous disiez mercredi matin sur France Inter que si 8 parents sur 10 avaient des doutes sur le neurodéveloppement de leur enfant assez vite, c'est en fin de grande section et au CP, au moment de l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, que le repérage s'accentue. La formation des enseignants sur l'impact de ces troubles est donc déterminante. C'est un axe prioritaire de notre transformation de l'école pour qu'elle devienne pleinement inclusive. La réforme de la formation initiale des enseignants prendra mieux en compte la question du handicap et surtout ses impacts sur les apprentissages scolaires. Dès la rentrée 2019, les enseignants disposeront d'une plateforme ressources numériques leur permettant d'accéder aux adaptations pédagogiques à mettre en œuvre et à des enseignants ressources. Le nombre de ces enseignants ressources est augmenté d'une centaine, France entière, en cette rentrée 2018. Je sais, monsieur le directeur académique, que vous animez dans l'Aisne une équipe mobile d'enseignants ressources efficaces. Au-delà de la formation des enseignants, la mise en œuvre effective des PAP et des PPS est déterminante pour les familles, pour leur relation de confiance avec l'école. C'est pour moi un des axes de l'école de la confiance, si cher à Jean-Michel Blanquer. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la concertation, Ensemble pour l'école inclusive, qui débutera le 22 octobre, un des axes sera de définir avec les parents et les associations les attendus pour une scolarisation de qualité. Sans trop m'avancer, il me semble que la question de la simplification du processus de scolarisation et de la mise en œuvre effective de ces outils seront au cœur des travaux. Je souhaite développer un dernier point indispensable à la continuité des parcours scolaires. C'est celui de l'aménagement des examens dans le second degré, mais également dans l'enseignement supérieur. Un groupe de travail national coopère actuellement pour créer une continuité des adaptations et des aménagements pédagogiques entre la scolarité et le passage des examens. Continuité en termes de procédure, de réglementation, d'aménagement. Cette simplification des parcours scolaires et de l'adaptation des examens seront complétées par d'autres mesures de simplification comme l'ouverture de droit à vie pour les personnes en situation dont l'altération est définitive, les notifications par cycle scolaire, la simplification de l'accès à la reconnaissance du handicap en vue de l'insertion professionnelle. Ces mesures et bien d'autres seront annoncées lors du prochain comité interministériel du handicap. Nous devons absolument simplifier la vie administrative des parents et bien sûr des personnes elles-mêmes en situation de handicap pour rétablir la confiance. Nous devons tout aussi impérativement redonner du temps au MDPH pour mieux répondre aux attentes des usagers. Autre point essentiel que vous avez traité dans votre dernière table ronde, celui de l'insertion professionnelle des jeunes. Il est décisif de préparer l'entrée dans la vie active des jeunes en situation de handicap avant leur arrivée sur le marché du travail. Les rectorats doivent avoir toute leur place dans les programmes régionaux d'insertion des personnes handicapées pour qu'un axe jeune puisse se développer comme en Île-de-France ou en Midi-Pyrénées. Pour développer l'accès à l'emploi des jeunes en situation de handicap, bien sûr, l'accès à l'apprentissage doit être massivement renforcé. Des mesures comme la nomination des référents handicap dans les CFA ou l'instauration d'un bonus handicap ont été prises par Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Je connais l'engagement du président de votre région, Xavier Bertrand, sur la question de l'apprentissage et je ne doute absolument pas de son approche inclusive. En concluant votre magnifique journée d'études, je mesure bien l'immensité de vos attentes. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons commencé à y répondre. Je vous remercie.